va bientôt sortir. Non mais ça va, oui. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. Ouch. There's so much pain and crying all around me. 'Cause I'm still walking down the... Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est encore le 31 décembre et qui dit fin du mois dit bilan. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas chômé, j'ai 7 livres à vous présenter ici, un livre audio et un livre que j'ai lu sur Kindle parce qu'il n'est pas encore sorti. Et avant de commencer avec mon premier avis, je vais vous donner quand même un petit bilan global de ce mois-ci, de ce mois de décembre. Pour être tout à fait honnête, c'était pas le mois, parce que j'ai pas eu d'énormes coups de cœur. J'ai eu un petit coup de cœur et quelques bonnes lectures, mais j'avoue que le bilan global est quand même plutôt mitigé, ce qui est assez dommage. Après, j'ai lu moins que d'habitude, il faut aussi l'avouer. Avec les fêtes de Noël, je suis partie en vacances, il y a eu pas mal de choses, etc. Donc forcément, ça fait moins de lectures, donc moins de chances d'avoir un coup de cœur. Et c'est vrai que c'est quand même en demi-teinte comparé à d'habitude. On va croiser les doigts pour que ce soit mieux l'année prochaine. Je vais poser ça parce que c'est lourd quand même. Alors on peut commencer tout d'abord avec When the King Falls de Marie Niehoff. C'est un livre qui a été traduit de l'allemand chez Comet et c'est une histoire de vampire. Avant de vous donner mon avis, je vous fais d'abord un petit résumé. On va être ici dans une espèce de dystopie, uchronie un petit peu spéciale. La royauté qui est au pouvoir est en fait dirigée par les vampires et les humains qui ne sont donc pas des vampires sont relégués à la pauvreté. Ils sont obligés de donner leur sang pour que les vampires puissent se nourrir et je vous avoue leur situation elle n'est pas folichonne. Et donc au sein de cet univers un petit peu spécial, on va suivre le roi Bénédicte qui a tous les ans une reine de sang. C'est-à-dire qu'en fait il prend une jeune femme humaine et dont il va boire le sang pendant une année et qui va être considérée comme sa reine le temps d'un an. Vous vous en doutez, il y a plein de femmes qui ne veulent absolument pas parce qu'elles ont peur de se faire manger. Et il y a aussi plein de femmes qui sont en adoration sur le prince Bénédicte et qui rêvent d'être érigées telle une reine, de pouvoir vivre au palais, etc. Vient le moment de la sélection de la nouvelle reine pour l'année suivante, dans laquelle on va suivre Florence, qui va elle pour le coup tout donner pour être prise, mais pas pour profiter du royaume, du palais, du château, etc. Mais tout simplement pour pouvoir trouver les secrets de la royauté et potentiellement tuer le roi. Et du coup, on peut passer à mon avis. J'ai bien aimé cette lecture, je lui ai mis un 3,5, tout simplement parce que j'aime beaucoup les histoires de vampires. J'ai trouvé que celle-ci était plutôt bien faite, avec beaucoup de tension entre les personnages. Une relation plutôt slow burn, même si on voit sincèrement qu'ils s'aiment bien dès le début. Et une intrigue sur ce qui est complot, etc., qui est plutôt cool. En arrière-plan, on va pas se mentir, hein, on est vraiment sur de la romantasy pure ici. Et j'avoue que je suis quand même intriguée par la suite parce que le cliffhanger de fin est incroyable. En plus, le tome 2 sort début 2025 si je dis pas de bêtises, donc on va avoir la suite rapidement. Et comme c'est une duologie, c'est quand même plutôt bien si vous voulez faire une petite pause dans vos très longues sagas ou que vous voulez commencer la romantasy avec des vampires. Ce livre-ci est parfait. Le seul petit bémol de mon côté, c'est que du coup, il est quand même assez simple et donc je me suis pas ennuyée, ça pas du tout, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques lenteurs, qu'on aurait pu aller chercher peut-être un peu plus loin sur la relation entre les protagonistes ou potentiellement sur des personnages secondaires qui, selon moi, ne prennent pas forcément la place qu'ils devraient prendre. Mais voilà, ça reste en demi-teinte, mais c'était quand même une bonne lecture. Ensuite, j'ai enchaîné avec une autre romantasy que j'attendais depuis très longtemps parce qu'elle était sortie, elle avait été sold out et elle a été réimprimée du coup, et la maison d'édition me l'a gentiment envoyée. Il s'agit de Un serment d'ombre et de glace. Et franchement, c'est une très bonne lecture. Dans ce livre, on va suivre Elora qui est montée sur le trône de son royaume qui s'appelle Domésia à la suite du meurtre de ses deux parents. Et pour se confronter à son deuil, elle va petit à petit essayer de créer la paix autour d'elle, dans les royaumes autour d'elle, en les conquérant. Tout simplement. Ça fonctionne plutôt bien, elle est en train de créer un véritable empire en étant pourtant très froide et très détachée de la population. Et donc le second de la reine va être remplacé par un homme qu'on appelle Calion ou Calion, je sais pas vraiment comment c'est censé se prononcer, qui est un espèce de membre de la garde dont on ne connaît pas vraiment les origines, qui sont plutôt floues, mais qui a énormément de caractère et qui est surtout très charismatique. Pour ce qui est des tropes, on va être sur un Grumpy X Sunshine inversé parce que c'est elle qui est très grumpy et lui qui est très taquin. Et aussi une proximité forcée parce qu'ils vont s'élancer dans une espèce de quête pour comprendre un petit peu pourquoi il y a eu ce meurtre et ce qui se passe un petit peu à droite à gauche, essayer de récupérer un nouveau royaume. Bref, je ne vous en dis pas plus. Pour ce qui est de mon avis, ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques lenteurs et que ça mettait du temps à se mettre en place. Mais par contre, j'ai énormément aimé la seconde partie. Je trouve que la tension entre Calion et Elora est incroyable et vraiment le cliffhanger de fin me donne très envie d'avoir la suite. Ici, on est sur une saga de plus de 5 tomes si je dis pas de bêtises et le second est censé arriver normalement en 2025. Et je peux vous dire que je l'attends de pied ferme. La 3e lecture du mois pour ma part, ça aura été Westwell, donc la première sortie des collections Nox chez Albin Michel.
Et on est encore une fois ici sur une traduction de l'allemand, donc voilà, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices allemandes et allemands ce mois-ci dans mon bilan, mais en tout cas j'en suis très contente parce que les deux ont été vraiment très chouettes. Celui-ci, on est quasi sur un coup de cœur, on est sur un 4,5. Mais avant de vous expliquer pourquoi, je vais quand même vous faire un petit résumé. Dans ce livre, on va suivre Elena qui est une jeune femme très riche parce qu'elle vient d'une grande famille de New York et qui vient de revenir justement en ville 2 ans après le drame qui a tué sa sœur et le futur mari de sa sœur. Dans des conditions un petit peu mystérieuses, on va pas se mentir, et les suites de l'enquête, c'est pas ok pour Elena. Elle n'est pas du tout d'accord avec le verdict qui a été donné, parce que le verdict qui a été donné, c'est que c'est sûrement sa sœur qui a causé leur décès par overdose. Pas cool. Et du coup, elle rentre après 2 ans à Cambridge et elle n'a qu'une idée en tête, finalement, c'est vraiment laver la réputation de sa sœur. Sauf que vous vous en doutez, sur sa route, il va y avoir quelqu'un qui va un petit peu s'interposer, qui va un petit peu tomber là, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, cet homme-là, c'est Jesiah, qui était donc le frère du fiancé de sa sœur et qui, lui, est persuadé que c'était bien sa sœur qui l'a tué. Donc, bref, c'est un petit peu compliqué, je m'exprime sûrement très très mal. Mais vous vous doutez bien que entre les deux, il va y avoir beaucoup de tension, beaucoup de haine au début, mais haine qui n'est finalement pas forcément justifiée. Bien évidemment, comme on est sur une espèce de réécriture de Roméo et Juliette X Gossip Girl, il va y avoir beaucoup de grabuge, beaucoup de soirées mondaines et beaucoup d'amour-haine. Et je l'ai sûrement très très mal résumé, mais vraiment ce livre vaut le coup, j'ai adoré ma lecture. Il y a eu quelques longueurs au tout début, mais finalement une fois que ça s'enclenche, c'est incroyable, leur relation est géniale, les personnages sont géniaux. J'ai trop aimé, voilà. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est franchement, lisez ce livre. En plus, le 2 arrive début 2025, si je dis pas de bêtises. Donc on devrait sûrement avoir le 3, peut-être, avant la fin de l'année. Voilà. Que vous dire de plus, à part que j'ai adoré. Ensuite, j'ai enchaîné avec Le Destin du Roi Soleil, qui est le 3e tome de Les Artefacts d'Uranos. Je crois que c'est ça le nom de la saga, avec donc le premier tome, Les Épreuves de la Reine Soleil, le 2e tome, La Loi du Roi Aurore. Ici, on est donc sur le 3e tome. Ça faisait longtemps que je remettais ma lecture à plus tard, parce que je savais que j'allais avoir du mal à me replonger dans la saga, et effectivement, ça n'a pas loupé. Je me suis ennuyée. En fait, j'ai pas réussi à re-rentrer dedans, j'ai pas réussi à retrouver mon attachement au personnage, parce que pourtant, j'adorais Laure dans les 2 premiers tomes. C'est vrai que c'est ça que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, vraiment, le premier et le 2e tome avaient été des vrais coups de cœur, j'avais adoré, parce qu'ils avaient des tropes différentes, et pourtant, il y avait autant d'intensité dans l'un que dans l'autre, ce qui est plutôt rare pour un début de saga. Et là, vraiment, j'ai pas du tout retrouvé ça, j'ai pas retrouvé la tension entre les personnages, j'ai pas retrouvé le rythme, j'ai pas retrouvé cette petite flamme que j'attendais et qui, du coup, n'a pas du tout été présente. Au contraire, je me suis vraiment ennuyée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur. Et sur ce tome, on a énormément de flashbacks sur des personnages qui sont d'un autre temps parce que ce sont des divinités du royaume, bref. Non, vraiment, là, on m'a totalement perdue. Je ne suis pas sûre de lire la suite, ce qui est très dommage parce que j'avais vraiment adoré le premier tome et le 2e. Du coup, tout ce que je pourrais vous conseiller, si vraiment le tome 1 vous tentait, parce qu'il vaut le coup, le tome 2 aussi, c'est d'attendre que toute la saga soit terminée pour pouvoir les enchaîner et potentiellement ne pas avoir ma petite baisse de régime sur ce tome 3. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Parce qu'encore une fois, le tome 1 et le tome 2 valent le coup, quoi. Bref, j'ai hâte de voir les reviews des autres, en fait, sur ce livre. Je vais aller regarder un petit peu, parce que je me demande si c'est pas moi qui suis passée à côté, aussi. Peut-être, parce que ça m'arrive souvent. Donc voilà, petite déception. Ensuite, j'ai enchaîné avec un des chouchous du BookTok, et il s'agit de Pole Position des Emelu, qui est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Les Frères Reynolds, et qui est du coup sur 3 frères qui font de la Formule 1. Et dans ce premier tome, on va suivre donc le premier frère qui s'appelle Tiny le Maudit, voilà, petit surnom pas très sympa, qui est donc pilote de Formule 1 et qui a eu ce surnom parce qu'il est toujours 2e. Il n'arrive jamais à être premier, c'est sa malédiction. C'est compliqué pour lui, du coup il a un caractère vraiment pas très cool. Vous vous en doutez, on va être sur un Grumpy X Sunshine, mais qui est quand même plutôt Grumpy X... Grumpy un peu quand même. Bref. Et ce jeune homme va encore une fois faire des frasques devant les journalistes, parce qu'il a pas trop aimé une question qu'on lui a posée, et ce à quoi son écurie va lui dire de faire un reportage avec une journaliste, qui va devoir le coller pendant des semaines, des jours, qui va être tout le temps sur son dos, et malheureusement pour lui, cette journaliste n'est autre que la journaliste la plus têtue et la plus relou de toutes les journalistes qu'il connaît. Si on va être sur de la proximité forcée, un espèce de Grumpy Sunshine comme je vous le disais, et franchement, j'ai bien aimé, parce que je trouve que la plume est incroyable dans le sens où c'est un véritable page-turner. C'est très fluide, les personnages sont cool, il y a de la tension, il y a de l'humour, c'est rigolo, on a envie de savoir la suite. Par contre, j'avoue que j'ai été un petit peu déçue dans le sens où j'avais énormément d'attentes sur le plot twist, et malheureusement, je l'avais vu venir. Et en fait, même si on le voit pas venir, je trouve que c'est pas non plus le plus gros plot twist de l'année. Et du coup, j'avoue que j'ai eu une petite déception, mais peut-être que c'est une déception parce que j'avais trop d'attentes. Voilà, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, par contre, j'ai adoré la plume et je pense sincèrement que je lirai le 2. Parce que j'ai beaucoup aimé par contre les personnages des 2 frères qu'on va suivre du coup dans les 2 autres tomes. Et j'ai un petit peu hâte de découvrir leur histoire. Voilà. Donc je comprends la hype, mais pas non plus de fou.
beaucoup quoi. Pour moi, il est un petit peu surcoté, même si ça reste une très bonne lecture. Ensuite, j'ai enfin trouvé le temps de me mettre à jour sur la saga Never After. Donc j'avais déjà lu Hooked de Emily McIntyre, donc le premier tome que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai enfin pu lire du coup Scared et Wretched. Pas du tout sûre de bien le prononcer, mais bon c'est pas grave. Et pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit donc d'une saga de dark romance dans laquelle l'autrice s'est inspirée à chaque fois de plusieurs contes d'enfants ou de contes Disney, etc. Dans le premier, elle s'était inspirée de Peter Pan. Dans le second, ça s'inspire du Roi Lion. Et dans ce troisième, ça s'inspire du Magicien d'Oz. Je vais d'abord vous faire un petit focus du coup sur Scared qui s'inspire du Roi Lion, même si on a vraiment rien du Roi Lion, hein. C'est pas du tout fantastique, etc. Par contre ici, j'ai été un petit peu décontenancée parce que on n'est pas sur une dark romance moderne comme on pourrait y être habitué. On est plutôt sur une espèce de dark romance un petit peu dans un mood romantasy, même s'il n'y a pas vraiment de fantasy, et sur une espèce de royauté un petit peu parallèle. C'était chouette, mais comme on est sur de la dark romance et pas sur de la romantasy, il n'y avait pas du tout de world building, et moi ça m'a totalement perdue. J'ai eu du mal à m'imaginer les scènes, à visualiser, et du coup j'étais un petit peu déstabilisée. Par contre, pour ce qui est de l'attention, forcément c'est du Emily McIntyre, donc ça va être largement au rendez-vous. L'intrigue est pas dingue, mais ça reste un page turner quand même. J'avais envie d'avoir la suite et de comprendre ce qui allait se passer. Les personnages sont cool, il y a de la violence, c'est très gore, c'est très direct en termes de plume, très vulgaire aussi, donc ça ne convient pas à tout le monde. Déjà, au-delà de l'âge, je pense que la plume peut ne pas plaire à beaucoup de personnes. Ça a été une bonne lecture, mais c'est pas mon préféré. C'est largement celui que j'aime le moins des trois pour l'instant, même si je suis contente de l'avoir lu. Et du coup, en parlant de préf, par contre, Wretched, j'ai adoré. Ceux qui me suivent, vous le savez, je suis fan du Serpent et de la Mule de Marina Emel, qui est aussi aux éditions Plume du Web d'ailleurs, que j'avais adoré, et j'ai ressenti un petit peu les mêmes vibes. Alors, pas exactement les mêmes, parce qu'on n'est pas sur un vrai cartel, on est plutôt sur une espèce de mafia ici, mais j'ai un peu eu les mêmes vibes. En termes de mood et d'univers, on est donc sur une mafia avec une jeune femme qui fait de la drogue, qui a des problèmes avec sa famille, qui les déteste, et en parallèle un policier qui va essayer de s'infiltrer là-dedans, sauf qu'il y a énormément de tensions et beaucoup de surprises, beaucoup de mensonges, beaucoup d'humour aussi. Les scènes de smut sont très crues, c'est très vulgaire, encore une fois on est sur du Emily McIntyre et sur de la dark romance, donc bon voilà. Mais vraiment, j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur non plus parce que, bon, faut se calmer, mais j'ai vraiment passé un très très bon moment. On n'est pas sur un coup de cœur, mais vraiment... on n'est pas loin, j'ai vraiment beaucoup aimé et pour l'instant c'est mon préféré des trois. Voilà, Wretched top 1, Hooked 2 et Scared en 3. Et j'ai hâte d'avoir le prochain qui s'appelle Twisted, je crois, je sais plus. Mais j'espère qu'il sort bientôt parce que pour l'instant j'aime vraiment beaucoup cette saga. Alors pour les livres physiques, c'est terminé, on peut passer aux livres audio. J'ai écouté du coup ce mois-ci The Foxglove King, désolée j'ai un peu de mal à le prononcer, The Foxglove King, bref. Il s'agit d'une romantaisie avec des tropes de triangle amoureux, d'enemies to lovers, de proximité forcée aussi. Pour ce qui est du résumé, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Laure, qui est une paria, qui vit dans la rue de petits larcins, qui fait l'espionne, etc. Au début, on comprend pas trop pourquoi elle en est arrivée là. Et en fait, on va apprendre que c'est parce qu'elle a un espèce de pouvoir qui n'est pas un pouvoir accepté dans cet univers-là, dans ce royaume-là. Elle n'est pas censée avoir ce pouvoir parce qu'elle arrive à avoir une action sur la mort, qui a un nom un petit peu particulier qui s'appelle la Mortem. C'est un petit peu complexe comme world building, je vais pas vous mentir. Et en fait, cette jeune femme, elle a ce pouvoir qu'elle n'est pas censée avoir, a une intensité qui n'est pas censée exister. Un jour, elle se fait un petit peu débusquée par la royauté et notamment par l'église, parce qu'il y a une espèce d'église pour tout ce culte et bref, elle va penser d'abord qu'elle va être emprisonnée ou peut-être tuée, ce qui ne va pas être le cas parce qu'on va lui proposer un espèce de marché qui va être de se faire passer pour la cousine d'un duc, pour se rapprocher du prince, pour essayer d'espionner le prince et bref, c'est un petit peu compliqué. Mais la première partie du livre, je l'ai adorée parce que justement, le world building est très complexe, les personnages sont nombreux et très intéressants, l'intrigue de fond était incroyable à mon sens et avait beaucoup de potentiel. Et en fait, malheureusement, à partir de la moitié du livre audio, je me suis ennuyée parce qu'il y avait beaucoup de longueur, c'était lent, c'était long, les personnages étaient relous, je savais plus trop comment avancer, je savais plus trop quoi faire. Désolée, c'est mes chats qui font des bêtises. Je savais plus trop quoi en penser et en fait malheureusement la fin n'a pas du tout rattrapé le début du livre. Même si je dois l'avouer, le livre audio est plutôt bien fait. Heureusement que c'était un livre audio parce que je pense que si ça avait été un livre physique, je l'aurais peut-être pas terminé parce que c'était long et je m'ennuyais quoi. Donc à la limite là comme c'était de l'audio, je pouvais le garder un petit peu pendant que je faisais autre chose. Mais effectivement si ça avait été un livre papier, je suis pas sûre que je l'aurais fini parce que c'était trop lent. Et ce qui est dommage parce que le world building était incroyable. Encore une fois, vous l'avez vu, je suis incapable de vous réexpliquer de manière assez claire.
tout simplement, parce que c'est compliqué. Donc il y avait beaucoup de potentiel et je trouve que ça n'est pas à la hauteur. En plus, il me semble qu'il y a eu un tome 2, donc qui est censé être la suite, alors que pour moi la fin était bien telle quelle. Petite déception de mon côté, mais par contre le livre audio est cool, les comédiens sont plutôt bons. Ça, j'avoue qu'il y avait rien à dire, mais quand même petit bémol sur l'histoire. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de La Tour des Immortels de Orlan Grey qui va bientôt sortir. Non mais ça va, oui. C'est pour ça que je peux pas vous le montrer, parce que je l'ai lu sur liseuse. Pour ce qui est des tropes, on va être sur des personnages morally grey, enemies, but lovers, c'est un petit peu compliqué, avec du coup un univers sur l'Égypte antique et un female rage aussi, faut le dire. Et avant de passer au résumé, je vous fais un petit spoil, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans ce livre, on va suivre Jaï, qui est donc la reine d'un royaume, et qui est d'ailleurs dans le même univers que Le Prince de l'Autre Monde, parce que ceux qui l'ont lu, Le Prince de l'Autre Monde de Orlan Grey aux éditions Addictesi, vous le savez, il y avait une jeune femme qui s'appelait Jaï, et bien c'est elle qu'on va du coup retrouver dans son royaume à elle. On va la suivre dans des aventures un petit peu compliquées, parce que du jour au lendemain, il y a des morts. Pas vraiment des morts, plutôt des espèces de morts vivants qui arrivent et qui tuent des gens, ce qui n'est pas normal dans ce royaume. Et en plus de ça, Jaï, en arrivant au pouvoir, a décidé d'abolir l'esclavage, ce qui n'est pas au goût de tous, et du jour au lendemain, elle trouve des esclaves un peu partout. Donc vous vous en doutez, il y a des histoires de complot, il y a des histoires de magie, il y a des histoires de malédiction. En plus de ça, la seule personne à qui elle va réussir un petit peu à s'associer, c'est un homme qu'on appelle Ramsès et qui est détesté, qui avait été banni. Et même, je crois qu'on avait voulu le punir de mise à mort. Et sauf que Ramsès, elle l'aime bien parce que c'était un petit peu son amour d'enfance. Bref, c'est un petit peu compliqué. Mais encore une fois, on est sur des personnages morally grey, sur des complots, des intrigues de fond qui sont très chouettes. Un univers oriental qui est incroyable. Moi, j'ai adoré vraiment. Que vous dire de plus à part lisez-le. En plus, c'est un one-shot. Il est dans la même veine que Le Prince de l'Autre Monde. Donc si vous aviez aimé Le Prince de l'Autre Monde, vous pouvez aller sur celui-ci les yeux fermés. Et en plus de ça, personnellement, j'ai trouvé que la plume était beaucoup plus poussée. Tout simplement, je trouve que l'autrice a beaucoup évolué dans sa plume et notamment dans sa manière de traiter les univers fantastiques et de l'imaginaire, tout simplement. Je trouve que le world building est bien plus travaillé que dans Le Prince de l'Autre Monde et moi, ça m'a vraiment séduit. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Lisez ce livre. Voilà pour mon bilan du mois de décembre. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'est vraiment trop cool. J'espère que j'ai réussi à vous donner envie de lire certains de ces livres. Si vous en avez déjà lu et que vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir en commentaire ou sur n'importe quelle autre plateforme, parce que je suis aussi sur Instagram et sur TikTok, et aussi sur Glyph et Babelio, si vous voulez mes avis en avant-première. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous souhaitez suivre mes petites aventures livresques, et puis moi, je vous dis à très vite. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.